Content, très heureux de vous retrouver une fois de plus cet après-midi pour ce plateau d'avant-match. Il s'agit bien sûr de prolongation football sur les antennes de For You Media. Nous referons bien sûr les matchs, du moins les premières affiches de ces huitièmes de finale à 22e édition de Coupe du Monde de football. Nous reviendrons sur le match héroïque des Lions indomptables du Cameroun face au Brésil. C'était lors de la troisième journée dans le groupe G. Nous parlerons de la sortie du Sénégal battu par l'Angleterre 3-0. Nous planterons d'ailleurs le décor des matchs de ce lundi tout à l'heure dans moins de 30 minutes. Vous suiviez bien sûr le premier huitième de finale de ce lundi entre bien sûr le Japon et la Croatie en soirée. Le Brésil sera opposé à la Corée du Sud et demain la dernière sélection africaine encore engagée dans cette compétition, le Maroc, sera opposé bien sûr à l'Espagne. Nous plantons donc le décor de ces différentes affiches, mais bien avant de parler des rencontres de la journée, un flashback pour parler bien sûr du match héroïque livré par les Lions indomptables du Cameroun. C'était vendredi dernier, c'était le vendredi 2 décembre face à la Sélessao, le Cameroun d'ailleurs qui s'est imposé 1-0. On prend cette transition juste après, on présente bien sûr le panel. Vous faites bien d'être scotché à l'heure actuelle sur les antennes de For You Media Africa. Nous parlons bien sûr football, nous parlons Coupe du Monde, la 22e édition pour être plus précis, avec bien sûr cette rencontre héroïque livrée par les Lions indomptables du Cameroun. C'était vendredi dernier face à la Sélessao du Brésil, l'équipe brésilienne qui, on va le dire comme ça, avait quand même fait tourner malgré tout. DR déjà qualifié, les Lions indomptables du Cameroun réalisent sur le plan comptable une très bonne opération en terminant sur une victoire. Mais derrière, la qualification pour les huitièmes leur a clairement échappé au profit bien sûr de l'équipe suisse qui battait au même moment la Serbie 3-2. Pour en parler cet après-midi, nous accueillons bien sûr le consultant permanent de cette émission de prolongation. Il s'agit de Loïc Eloge-Foka. Bon après-midi Loïc, bienvenue. Bon après-midi Baudelaire. Et merci. J'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas été sur ce plateau. Ça fait plaisir de revenir aujourd'hui, surtout d'aborder toute cette thématique qui est à mon goût une thématique assez intéressante. Une thématique assez intéressante autour des Lions indomptables du Cameroun. Il sera également des nôtres dans un court instant. Il s'agit de Lance Goïvogui qui réagira en direct de la Guinée-Conakry, notre confrère journaliste de sport de ce côté. Mais Loïc, avant de parler du Sénégal, puisque c'est d'ailleurs le sujet qui fera venir Lance Goïvogui sur ce plateau, on parle tout d'abord de cette équipe du Cameroun. Vous l'avez suivi depuis le début, bien avant même le début de cette compétition, avec ces matchs de préparation, la qualification à Blida au mois de mars 2022. Par la suite, il y a eu pas mal de choses jusqu'à la phase finale de cette Coupe du Monde. Le bilan du Cameroun, c'est quoi? Une défaite, un match nul et une victoire face à la Sélessao du Brésil. Alors, si vous venez à l'esprit aujourd'hui de qualifier en un mot le tournoi du Cameroun, quel serait l'adjectif que vous utiliserez? Alors, je dirais mitigé. Mitigé parce que, l'équipe du Cameroun reste quand même sur une très bonne note. Je regrette que cette équipe ait commencé sa compétition le 2 décembre. Le soir du 2 décembre, le soir où Vincent Aboubakar... Le soir du match face au Brésil. Le soir du match face au Brésil. Ce soir où Vincent Aboubakar, avec le coup d'un tête, réussit à arracher quand même 3 points historiques. Et je regrette ça parce que, premier match de la compétition, l'équipe nationale du Cameroun affronte la Suisse. C'est une équipe de Suisse qui n'était pas vraiment rassurante. Donc il y avait de l'espace pour aller chercher une victoire, ou au moins un match nul qui aurait entrevu peut-être une suite favorable dans la compétition. Mais il y a cette défaite, 1-0. Mais le deuxième match face à la Serbie est un match où les Lions indomptables ont fait preuve de caractère.
c'est une équipe qui nous a montré depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années déjà elle a des ressources mentales suffisantes pour aller accrocher des victoires inespérées. Et face à la Serbie, elle nous a encore montré c'est une équipe qui a de la ressource mentale à aller chercher ce match nul 3-3 et enfin pour revenir à ce match par lequel j'ai commencé, cette victoire face au Brésil. Donc ça reste mitigé. Il y a du bon et du moins bon. Il y a des satisfactions côté camerounais. Il y a de grosses déceptions. Dans le cadre des déceptions, je parlerai aussi du cas André Onana qui, pour moi, fait quand même tâche dans ce parcours de la Coupe du Monde, parce qu'aujourd'hui... Un seul match pour André Onana tout au long de un seul match. Exclu d'Atanière pour des raisons disciplinaires. Voilà, un seul match, et je m'inquiète davantage pour son avenir en sélection. Parce que, oui, ça reste un joueur de grande qualité, mais lorsqu'il reviendra en sélection, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il sera accueilli? Est-ce qu'il n'y aura pas de tension collatérale à la suite de ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde? Ça reste l'interrogation. Surtout qu'il y a une autre échéance. Il y a la CAN 2024 qui arrive. Donc il y a des éliminatoires déjà dès 2023. Il faut déjà se remettre au travail. Donc il y a tous ces éléments qui nous poussent à penser que c'est un bilan assez mitigé de cette équipe du Cameroun. Il y a du positif. On a vu des jeunes joueurs éclore, des jeunes joueurs comme Enzo Ebosse ou bien Christophe Awo qui ont montré qu'ils ont la qualité pour être titulaire au sein de cette défense camerounaise. Et pour moi, ça reste le point majeur positif de cette équipe du Cameroun, que d'avoir de jeunes joueurs sur qui on peut compter à l'avenir. Des jeunes joueurs sur lesquels d'ailleurs le Cameroun pourra s'appuyer pour l'avenir. On parle bien sûr des échéances, mais quand on regarde le parcours du Cameroun, le Cameroun termine 3e de son groupe avec 4 points, une défaite, un nul et une victoire au bout, ça fait 4 points. Est-ce que cette équipe aujourd'hui, Loïc, au regard de son potentiel, peut nourrir de réels regrets? Je pense, je ne dirais pas au regard de son potentiel, je dirais au regard des circonstances, aux circonstances de la compétition. Parce que, comme j'ai dit, le premier match se dispute contre une équipe de Suisse, une équipe de Suisse qui n'est pas totalement rassurante. Une équipe qui ne montre pas de choses qu'on a connues de cette équipe. Donc il y avait de la place. Il y avait de la place pour aller accrocher cette victoire. Mais il y a une défaite. Après, il reste 2 grands matchs à jouer, 2 grosses finales, comme pour reprendre les propos du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Lui tablait sur 7 matchs, sauf qu'après le premier match, on avait du mal à voir cette équipe aller au bout jusqu'à disputer les matchs. On va pas refaire ça, on va pas refaire ce discours, mais pour dire que ils peuvent nourrir des regrets au vu des circonstances, au vu de ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que quand vous avez une équipe qui mène au score, l'équipe de Serbie, et qu'après, avant la pause, vous encaissez 2 buts, coup sur coup, surtout à cause des erreurs de joueurs de talent, de joueurs de qualité, de joueurs assez expérimentés. Ça pose problème. On parle des gaz. Oui, on voit par exemple le deuxième but qui survient à cause d'une grosse erreur, une grosse faute de Zambo Anguissa. On peut se dire c'est à regretter. Maintenant, il y a quand même de la ressource mentale dans cette équipe. Il y a eu la possibilité d'aller chercher l'égalisation quand même à moins 20 minutes de la fin. C'est pour dire qu'il y avait encore possibilité d'aller chercher, pourquoi pas, une victoire. Donc aujourd'hui, l'équipe du Cameroun peut avoir beaucoup de regrets. Je ne dirais pas par rapport au potentiel, mais par rapport au choix qui ont été faits au départ, par rapport au scénario des matchs. On a vu qu'il y a par exemple une attaque Choupo-Moting Vincent Boubacar qui a marché, et on se dit pourquoi est-ce qu'au début de la compétition les choses n'ont pas été faites comme ça, et notamment ça peut pousser n'importe quel entraîneur ou bien n'importe quel fan. Ça veut dire que les choix également de Rigobert tout au long de cette compétition pourraient éventuellement être remis en cause. Évidemment, moi je remets ces causes en choix, ces choix, parce que en cause. Ou bien en cause ces choix. Je remets évidemment tous ces choix en cause, parce que au départ de la compétition, avant d'arriver à la compétition, on a Vincent Boubacar qui reste quand même sur une piètre série de matchs avec l'équipe du Cameroun, qui reste sur un bilan assez morose pour un attaquant qui prétend être titulaire au poste d'attaquant de l'équipe nationale du Cameroun. Je pense que c'est insuffisant. Mais on a Choupo-Moting qui est le meilleur joueur camerounais
de ce début de saison, déjà le joueur le plus en forme même. Et on se dit, mais pourquoi pas aligner les deux? Surtout que c'est deux joueurs qui ont un profil différent. Ce sont deux joueurs qui ont des profils différents. Choupo-Moting, on sait très bien qu'il peut très bien jouer avec des coéquipiers en attaque, et il nous a déjà montré au Bayern de Munich qu'il est capable d'évoluer avec un autre attaquant prolifique. Alors on se dit, pourquoi ne pas aligner Choupo-Moting et Vincent Aboubakar, aux côtés de Vincent Aboubakar? Mais heureusement, où je vais pas être très dur avec l'entraîneur, parce que il a eu le mérite de se remettre en cause après le match face à la Suisse. À la Suisse, ça n'a pas marché. À la Suisse, ça n'a pas marché. Il a plutôt sorti Choupo-Moting, il a fait rentrer Vincent Aboubakar. Mais au deuxième match, il les a associés. Tous les deux. Et il a vu que c'est une entente qui marche très bien. Donc, je mets quand même en avant sa capacité à se remettre en cause. Et il a très vite fait ce choix. Mais malheureusement, comme on dit, c'est la Coupe du Monde. Et c'est le haut niveau. Le football, ça se joue à des détails. Le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun a pêché dans certains détails du jeu. Et voilà, il pouvait espérer mieux qu'un 3-3 dans ce match. Espérer mieux qu'un 3-3 dans ce match. Alors, Loïc, je voudrais qu'on parle surtout de ce troisième match héroïque. Le Cameroun qui affrontait le 2 décembre dernier la Seleção, déjà qualifié, leader de ce groupe G. Le Cameroun qui était jusqu'ici dans l'oubli. On le savait avant le début de ce match ou de cette rencontre que le destin des notables du Cameroun ne se jouerait certainement pas face au Brésil, car au même moment il y avait une deuxième rencontre qui opposait bien sûr la Suisse et la Serbie, et le destin du Cameroun donc dépendait également du résultat de ce match-là. Tout a bien sûr bien commencé de ce côté avec ce match nul qui se décidait avant un troisième but en tout début de seconde période, un troisième but suisse qui mettait clairement donc le Cameroun en difficulté, même en cas de résultat positif du côté du Lusail Stadium. Le Cameroun qui s'impose à l'arrivée, 0 but contre 1, ou du moins 1 but à 0, mais derrière le Cameroun qui était éliminé de la compétition, Loïc, à cause justement de la victoire suisse face à la Serbie. Est-ce que malgré tout ce que vous avez relevé, ces choix tactiques de l'entraîneur, ces manquements de certains cadres, est-ce qu'avec cette victoire du Cameroun sur le Brésil, on peut se dire que oui, le Cameroun sort quand même la tête haute de cette Coupe du Monde? Bien évidemment, parce que dans cette poule, il faut déjà le rappeler, c'est une poule qui est constituée de Brésil, Suisse, Serbie et Cameroun. Et lorsqu'on regarde le classement FIFA, on se rend compte que l'équipe du Cameroun est la moins bien classée parmi les quatre. Et d'après les pronostiqueurs, voilà, l'équipe nationale de Cameroun était vue comme l'une des équipes, disons que l'une des équipes les plus prenables même du tournoi, parce que voilà, le Cameroun était juste après le Qatar et je crois le Ghana, la dernière équipe d'après les pronostics. Mais sorti de cette poule, déjà une poule où vous êtes les moins bien classés, effectivement, avec 4 points, un match nul et une victoire de prestige face au Brésil. Pour moi, ça reste quand même quelque chose de positif. Et on peut se dire qu'au vu de ce bilan, l'équipe nationale du Cameroun peut sortir la tête haute. Et ça s'est vu avec la célébration de Vincent Aboubakar. Il savait pertinemment que voilà, l'équipe nationale du Cameroun était très mal partie, surtout avec la Suisse qui est en train de remporter son match. Mais le but, on a vu, tout le monde est venu célébrer. Rigobert a couru, il a fait les quelques mètres qu'il fallait. Il est allé célébrer avec les joueurs, malgré le résultat qui n'était pas véritablement favorable à une qualification de l'équipe nationale du Cameroun. Pour moi, c'est symptomatique. C'est symptomatique d'un bien-être que procurait cette victoire. Surtout qu'avec cette victoire, l'équipe nationale du Cameroun rentre dans l'histoire. Parce qu'avant ce match, l'équipe du Brésil restait sur 7 matchs contre des équipes africaines en Coupe du Monde et 7 victoires, dont 20 buts marqués, 2 buts encaissés. Première sélection à faire tomber. Première sélection africaine à faire tomber le Brésil. Le Brésil, qu'il faut le rappeler, quintuple champion du monde, qui est la plus grande nation de l'histoire du football. Ça reste une performance grandiose de la part de l'équipe nationale du Cameroun. Et avec tous ces éléments, on peut se dire vraiment que l'équipe nationale du Cameroun peut sortir de cette compétition la tête haute. Je voudrais que vous disiez un mot sur la performance de
Vincent Boubacar, il était arrivé du côté de Doha au Qatar sur la pointe des pieds. On lui prédisait un avenir pas du tout radieux au sein de cette sélection. Donc on disait même clairement qu'il avait perdu son flair de buteur qu'on avait eu d'ailleurs à l'occasion de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Lui qui en était d'ailleurs le meilleur buteur. Arrivé au Qatar, on s'est rendu compte que lors du premier match, oui, il ne faisait pas forcément partie des choix premiers de Rigobert Song, mais face à la Suisse, face à la Serbie, on le lance, il change le match avec un but, une passe décisive face au Brésil. C'est lui qui délivre une fois de plus les Lions indomptables du Cameroun. Un mot sur la compétition de Vincent Boubacar. Bon, j'avoue que Baudelaire, je pense que sur ce plateau... Parce qu'avec ce but, certains le disent, Vincent Boubacar, avec ce but face au Brésil, n'a rien à envoyer au Brésil. Clairement. On regarde ce qu'il disait avant le début de cette Coupe. Notamment, pour ce moment, on va dire qu'il n'a eu rien à envier. Et tu sais très bien, puisque sur ce plateau, déjà, j'ai été très virulent avec ce joueur, notamment en raison de son état de forme. Virulent encore à tort. Oh. Je pense que tout le monde, tous ceux qui... Le mea culpa de Loïc sur les antennes de For You Media Afrique. Il a vivement critiqué Vincent Boubacar. Je l'ai vivement critiqué. Et sa communication. Et c'est normal, normal parce que lorsqu'on est attaquant de l'équipe nationale du Cameroun et on est capitaine, il y a un bilan, il y a un rendement qu'on attend de certains joueurs. Je pense que Vincent Boubacar à la pointe de l'attaque de l'équipe nationale du Cameroun, pour moi, c'était décevant durant les derniers mois. Mais j'ai été agréablement surpris par son état d'esprit. J'avais presque oublié quel joueur il était. J'avais presque oublié parce que ses performances m'ont fait oublier un tout petit peu la mentalité du gagnant qu'il est, le lion indomptable qu'il incarne. Alors Vincent Boubacar, il n'a pas commencé la compétition titulaire. Il entre. Il fait le job. Au moins dans l'investissement. C'est le joueur qui a montré la voie. C'est le joueur qui était combatif. On a vu qu'il a envie, il veut toujours gagner, il veut se battre. Et ça, c'est cet état d'esprit, pour moi, ça reste révélateur. En tant que capitaine de cette sélection de l'équipe nationale du Cameroun, c'est quelque chose qui est révélateur et je dis bravo pour cela. Et ça me rappelle en quelque sorte le match face au Burkina, où il commence toujours sur le banc, mais il revient sonner la révolte. Alors Vincent Boubacar aujourd'hui n'a peut-être pas les jambes il y a 2, 3, 4 ans, mais il reste un élément important pour cette équipe nationale du Cameroun, tant sur le plan de la mentalité que sur le plan du leadership. Tant sur le plan de la mentalité que sur le plan du leadership. Nous sommes à moins de 10 minutes de ce 8e de finale entre le Japon. Le Japon est bien sûr la formation de la Croatie de Luka Modric, de Matteo Brozovic. Oui, ils sont nombreux d'ailleurs à vouloir suivre cette rencontre. Malheureusement, ça ne sera pas sur les antennes de For You Media Africa, mais une chose est sûre, nous ferons d'ailleurs vivre l'avant-match de cette rencontre. Avant, bien sûr, nous pouvons placer un mot sur les Lions de la Teranga qui, malheureusement, ne feront pas mieux que l'édition 2022. Le Sénégal qui a donc été sorti de la Coupe du Monde au Qatar par une très très bonne équipe d'Angleterre. Une victoire, 3-0 donc la part des coéquipiers d'Harry Kane. Harry Kane d'ailleurs buteur lors de ce match-là. Alors Loïc, le match du Sénégal face à l'Angleterre, ou du moins le tournoi du Sénégal qui s'arrête en 8e de finale. Le Sénégal ne fera pas mieux que l'édition 2002. Lors de sa première participation, le pays avait quand même réussi à atteindre le stade des quarts de finale. Le Sénégal qui est sorti par l'Angleterre, est-ce que c'était un scénario auquel il fallait s'attendre ou alors c'est une sortie prématurée selon vous? Je ne dirais pas que c'est une sortie prématurée, mais je ne dirais pas aussi que c'est un scénario auquel il fallait s'entendre. Parce qu'aujourd'hui, au football, surtout avec cette Coupe du Monde, on a eu pas mal de surprises. On a eu des équipes qui ont déjoué les pronostics. Et je pense que l'équipe du Sénégal, avec son état de forme, avec la qualité de l'effectif, avait la possibilité d'aller titiller cette équipe d'Angleterre. Surtout que durant les 30 premières minutes du match, cette équipe du Sénégal nous montrait des choses intéressantes. Je crois que partout, avec tous ceux avec qui j'ai regardé cette rencontre, me disaient, l'équipe a plongé. Justement, malheureusement, comme je l'ai dit, tous ceux avec qui je regardais cette rencontre exprimaient leur enthousiasme et la confiance qu'ils avaient envers cette équipe du Sénégal. Mais c'est la Coupe du Monde. Et je pense qu'il y a un problème avec les équipes africaines. C'est un problème mental. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde. Vous pouvez avoir le meilleur plan de jeu. Mais sur le plan
mental, vous devez être capable de gérer vos temps forts et de maîtriser vos temps faibles. Parce que c'est ce qui s'est passé hier avec l'Angleterre. L'Angleterre a subi le martyre durant 30 premières minutes, mais a réussi à marquer un but, se libérer et à gérer ses temps forts. Justement, parce que je me souviens d'une action du Sénégal, je pense que c'est Boulaïdia qui a l'occasion d'ouvrir le score pour le Sénégal, une frappe du gauche qui est repoussée par Pickford, un réflexe du gauche sur le gardien. Alors là, à ce moment, tout le monde se dit, mais que se serait-il passé si le Sénégal avait ouvert le score face à l'Angleterre? Justement, le football, au football, tout se paye cash. Parce que le football est un sport injuste. Vous pouvez dominer de tue-tête une rencontre, mais à la fin du match, c'est vous qui le perdez. Donc, lorsque vous avez la possibilité d'abattre votre adversaire, surtout que vous savez que votre adversaire n'a pas besoin de 1000 occasions pour vous faire du mal, concrétisez les occasions. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Sénégal? Je dis la gestion des temps forts et aussi la gestion des temps faibles. Parce que dans la gestion des temps faibles, par exemple, après le premier but, regardez comment le deuxième but, il est marqué. Le bloc juste avant la mi-temps. Mais comment expliquer que le bloc sénégalais soit haut, juste à quelques minutes de la mi-temps? Parce qu'on se dit, voilà, on est à quelques minutes de la mi-temps, on peut gérer. Parce que rentrer au vestiaire avec je vais dire un désavantage de 2 buts, ça plombe la seconde mi-temps. Pourquoi risquer jouer avec un bloc aussi haut à quelques minutes de aller chercher l'égalisation? Aller chercher une égalisation juste après la mi-temps. Il y a une deuxième mi-temps. Est-ce que ça valait la peine de prendre autant de risques? Et aussi, je pense aussi à cette action de Koulibaly qui, pour moi, pour un défenseur expérimenté, commet quand même de grosses erreurs de placement. Parce qu'il voit la contre-attaque avec Jude Bellingham. Il devrait sortir et non pas reculer parce qu'il annule carrément un hors-jeu. Donc je veux dire qu'il y a plein d'éléments. Il y a la gestion des temps faibles qui a été catastrophique côté sénégalais. Et c'est là qu'on voit la différence entre de très grandes nations de football et des grandes nations de football. Une différence entre de très très grandes nations de football et des grandes nations de football au Sénégal qui dit donc adieu à cette 22e édition de Coupe du Monde de football. Lance Goïvogui nous a rejoint, notre confrère journaliste du côté de la Guinée-Conakry. Alors Lance, bon après-midi à vous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Qu'a-t-il manqué réellement à ce Sénégal face à l'Angleterre? D'Angleterre plus efficace et courageux. Compétition, et puisque la preuve en est que avant même le match contre le Sénégal, l'Angleterre venait avec la faveur des pronostics. La seule équipe à avoir marqué au minimum 9 buts pendant la phase de groupe. Et donc à ce niveau, on pouvait dire que cette équipe anglaise était très solide, très solide, contrairement au Sénégal. Voilà, donc qui pouvait être très prudent en jouant contre une équipe aussi efficace comme ça. Mais de l'autre côté, je crois que le Sénégal a péché dans les choix tactiques, surtout dans l'animation du jeu. Parce que quand je constate, Aliou Cissé a quand même osé jouer contre cette formation avec au minimum 4 joueurs en vocation offensive. Et donc à ce niveau, ils ont osé sortir. Et donc une équipe comme ça, il faut être prudent de l'avant. Peut-être qu'il a cru à ses chances, il a cru à son collectif, mais c'était sans compter sur l'expérience de cette équipe. Harry Kane à lui seul a complètement compliqué la tâche à la défense du Sénégal. À un moment donné, finalement, avant de jouer à l'expérience, de piéger cette équipe en contre. Et donc, c'est ce qui est arrivé à la perte de balle. Il y a eu des erreurs manifestes dans la surface de réparation. Ce manque de placement de la défense du Sénégal a payé cash. Donc, voilà, globalement, je dirais que l'Angleterre était était plus coriace que le Sénégal. Et l'expérience des équipes, des joueurs,
et surtout quand on sait l'efficacité de ses attaquants. Voilà un peu ce qu'on retient. Donc, c'est ça, le Sénégal n'a pas de mérité de jouer à ce niveau de la compétition, mais il faut reconnaître la force de cette équipe de Three Lions. Bien sûr, de cette équipe des Three Lions. À votre image, Loïc, il pointe également du doigt le positionnement de certains joueurs du Sénégal, notamment sur ce deuxième but, le but d'Harry Kane, juste avant la mi-temps. Le but, pratiquement, qui a douché tous les espoirs sénégalais juste avant le troisième but de Bukayo Saka. Alors, Loïc, est-ce que cette équipe d'Angleterre, sur cette rencontre-là, vous impressionne au regard de son parcours jusqu'ici? Bien sûr, c'est une équipe impressionnante. Parce que c'est une équipe qui nous montre qu'elle est capable de souffrir durant un match et jouer les coups à fond. Ouais. Parce que depuis le début de la compétition, on voit que c'est une équipe qui nous a montré plusieurs visages. Elle nous a montré un visage de conquérant. Le premier match face à l'Iran, 6-2. Une équipe qui marque environ 9 buts en phase de poule. Ça reste assez rare dans les Coupes du Monde, des équipes qui marquent autant de buts. Et puis on voit après, face au Pays de Galles, c'était match nul. Il y a eu un match nul. Voilà, il y a eu un match nul face au Pays de Galles. On a vu une autre équipe qui était moins conquérante, mais qui était capable aussi de contenir les assauts de son adversaire. Et puis, au troisième match, a fait le boulot. Mais aujourd'hui, encore face au Sénégal, on a vu une équipe qui, en plus de savoir recevoir des coups, est capable d'aller vous faire du mal au moment où vous attendez le moins. Avec des joueurs de qualité, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden, qui enregistre 2 passes décisives. Un mélange de jeunesse et d'expérience. Ça fait quand même un moment qu'on attend de cette équipe d'Angleterre qu'elle remporte un titre. Surtout qu'elle était très proche en 2020 de remporter l'Euro. Bon, 2021, de l'Euro 2020. Donc on voit, c'est une équipe qui m'impressionne et qui aura fort à faire au tour prochain. On aura l'occasion de parler de ce quart de finale dans quelques instants seulement, ce quart de finale qui est annoncé entre l'Angleterre et la France. Un choc à partir bien sûr des quarts de finale, une rencontre qu'on suivra d'ailleurs samedi prochain. Alors à votre niveau, Lance Goïvogui, est-ce que cette équipe des Three Lions vous impressionne-t-elle au regard bien sûr de son début tonitruant de cette compétition? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, avec ses individualités, avec une attaque en feu. Voilà, aujourd'hui ils sont en 12 buts dans cette compétition avec 7 buteurs différents. Donc ça prouve à suffisance que oui, c'est une équipe au-delà de ses attaquants que les buts peuvent venir partout. Voilà un peu la suprématie de cette équipe anglaise. Oui, on aimerait les voir face à une grosse nation. Peut-être que ça va être cette fois-ci face à la France. Et de l'autre côté, vous avez une équipe française aussi qui peut s'abattre sur son éternel sauveur, qui n'est autre que Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition, qui aussi à lui seul est capable de faire la différence dans un match. Donc on verra, puisque moi je doute un peu de cette défense de cette défense anglaise. Voilà, que je trouve un peu fébrile. Mais on verra face à des nations comme la France, avec cette attaque en feu du côté de la France, Giroud, Griezmann, Kylian Mbappé, et voilà, le Ousmane Dembélé. Mais ça va être un match assez intéressant de part et d'autre. Mais il est clair que l'Angleterre est à craindre, parce que c'est une équipe anglaise très forte, et voilà, donc que je vois quand même rivaliser avec n'importe quelle équipe dans cette compétition. Donc voilà en un mot ce que je retiens par rapport à les équipes. Donc on verra une quart de finale d'ailleurs que je dirais que forcément une équipe prétendante au titre va sortir dans ce match-là. Parti entre le Japon et la Croatie pour ce huitième de finale de cette journée, le premier d'ailleurs. Par la suite, à 20h, on suivra la deuxième rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud. Mais bien avant, le Japon rencontre donc la Croatie. Nous jouons actuellement la 6e minute dans ce match. Alors, Lance qui est impatient, Loïc, de vivre ce quart de finale entre l'Angleterre et la France. C'est vrai qu'il nous dit d'entrée que cette équipe des Three Lions impressionne depuis le début de cette Coupe du Monde. On rappelle rapidement qu'elle est demi-finaliste de l'édition 2018, qu'elle est finaliste malheureux de l'Euro 2021, ou du moins 2020, disputé en 2021. Alors là, on est plutôt sur une
courbe ascendante de ce côté avec, bien sûr, Gareth Southgate qui fait de très très bonnes choses à la tête de cette sélection. Oui, évidemment, il fait énormément de belles choses, surtout qu'il arrive dans cette sélection en tant qu'intérimaire et qu'à la suite de résultats favorables est maintenu au poste de sélectionneur. Moi, je pense que cette équipe fait partie des équipes avec de gros potentiels, avec une jeunesse dorée, parce que voilà, vous avez des joueurs comme Bukayo Saka, vous avez des joueurs comme Ben White, vous avez des joueurs comme Marcus Rashford, Phil Foden, Anderson, voilà, vous avez des joueurs qui sont moulés, et puis vous avez des joueurs un peu plus expérimentés comme Harry Kane qui est plus proche de la trentaine. Vous avez Henderson, vous avez Walker, Trippier, vous avez Pickford qui en est déjà à son 3e tournoi majeur avec cette équipe. Donc je veux dire que c'est quand même un effectif qui est en place depuis pas mal d'années. Et puis vous avez des joueurs comme Bellingham qui au poste de milieu de terrain, l'avenir même de cette formation. Voilà, vous avez donc pour moi ça reste quand même l'un des plus gros vivriers de talent au monde. Et comme je l'ai dit, ça fait déjà 3 compétitions majeures où cette équipe avance sereinement. Il y a eu cette demi-finale en 2018, malheureusement a été éliminée par l'équipe de Croatie qui était extraordinaire en cette période. Il y a cette finale perdue face à l'Italie. L'Italie, on sait, c'est une équipe très joueuse, très maligne, les Italiens avec leur style assez particulier. Cette année, ce sera plus compliqué parce qu'en quart de finale déjà, vous avez l'équipe de France. L'équipe de France aussi qui n'est pas très rassurante niveau défense. Parce que hier, face à la Pologne, je peux vous rassurer que si c'était l'Angleterre en face, il y aurait eu des buts côté polonais. Donc, ce sera différent. Aussi, cette équipe de France est défensivement pas très rassurante. Pas très assurante. Défensivement, pas très assurante face à une équipe qui offensivement rassure. Très bonnes choses. Marcus Rashford, Harry Kane, Bukayo Saka, entre autres. Hier, Raheem Sterling n'était pas là, mais clairement, offensivement, cette équipe aujourd'hui a un potentiel capable de faire mal à n'importe quelle équipe dans cette Coupe du Monde. Évidemment, quand vous entendez Phil Foden, vous entendez Rashford, Harry Kane, Bukayo Saka, Wilson, tous ces joueurs, mais ce sont des joueurs qu'on connaît, ce sont des joueurs qui, chaque week-end nous émerveillent par leur talent en Première Ligue. Donc, vous ne pouvez pas quand vous vous appelez France, parce que la Pologne, avec tout le respect que moi j'étais pour cette équipe polonaise et pour les joueurs polonais, ce n'est pas le même calibre, ce n'est pas le même style d'attaquant, même s'il y a Lewandowski, mais il n'y a que Lewandowski en attaque. Mais côté anglais, il y a des joueurs, parce qu'on a vu à chaque fois, lorsque Rashford il entrait, il marque. Lorsque Grealish entre, il marque. Foden, il est décisif. Tous les remplaçants ont été décisifs, je dis bien tous les remplaçants, parce qu'au premier match, même Wilson qui a moins joué, l'attaquant de Newcastle qui a moins joué, il a au moins une passe décisive à son compteur. Harry Kane, il a au moins un but. Ça veut dire qu'il y a une profondeur. Même il y a une profondeur et des joueurs qui sont décisifs. Et ça, c'est une stat pour moi qui est révélatrice du niveau global de cette équipe d'Angleterre. Donc, il faudra faire très attention côté France parce que en côté, ce n'est pas la Pologne, ce n'est pas la Tunisie ou bien l'Australie. Ce sera un étage au-dessus. Un étage au-dessus. Vous avez parlé de ces lacunes défensives qu'on enregistre côté français d'ailleurs avec cette rencontre notamment perdue face aux Aigles de Carthage, la Tunisie. Mais la France également a un point fort. Offensivement parlant, Kylian Mbappé, meilleur buteur d'ailleurs de cette compétition, 5 réalisations déjà. Est-ce qu'il y a une Mbappé dépendance aujourd'hui dans cette équipe de France? On le sait, quand Mbappé n'est pas là, du moins dans certaines rencontres, cette équipe-là piétine. Mais à chaque fois qu'il est là, Mbappé, on a l'impression qu'elle est sur notre planète, cette équipe de France. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de Mbappé dépendance aujourd'hui chez les Bleus? Mais écoutez, moi je pense que Kylian Mbappé, c'est un joyau. C'est un joyau du football qu'il faut conserver. Parce que ce gamin n'a pas encore 24 ans. Est extraordinaire. Hier encore, il nous a montré qu'il est un joueur de grande classe. Sa prestation face à la Pologne nous montre quelle est la dimension qu'il a pris. Parce que, vous avez 23 ans, vous êtes à 9 buts déjà marqués en Coupe du Monde. 5 buts. Je crois que ça fait déjà de lui le meilleur buteur en une édition. Je pense. Si je ne me trompe pas, je pense qu'à 5 buts dans la stade de 8e de finale, c'est pour moi c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et évidemment, lorsque vous avez un joueur aussi jeune, aussi percutant, aussi décisif, vous êtes en droit de vous dire, mais à un moment donné, il y a une dépendance qui va naître, parce que mais est-ce que ça ne peut pas être une faiblesse également pour l'équipe? Mais tous les grands succès ont toujours été accompagnés par un joueur vedette.
dans toutes les grandes équipes, il y a toujours eu un ou deux joueurs qui sublimaient l'effectif, qui sortaient un peu de l'ordinaire avec tout le reste. Ça arrive chez tout le monde. Maintenant, il faut juste avoir la capacité à créer, à recréer, ou bien à se réinventer à l'absence de ces joueurs. Et on a vu qu'il n'y a pas que Kylian Mbappé. Olivier Giroud également est en train de réaliser une grande Coupe du Monde. Ouais. Antoine Griezmann, qui pour moi est la surprise côté France. Son niveau de jeu depuis le début de la saison est incroyable. Je crois qu'il montre qu'il fait véritablement partie des cadres de cette équipe. On a Théo Hernandez sur son côté qui a décidément pris le jeu en son compte. Donc, je veux dire que cette équipe de France a peut-être un atout qui s'appelle Mbappé. Oui, une certaine dépendance va naître. Mais avec l'effectif que vous avez et la compétition que vos joueurs faites, vous êtes en droit de vous dire que oui, Mbappé peut ne pas être là, ça peut être un handicap. Ouais. Mais derrière, il y a des gars qui sont prêts à faire le boulot. Ouais, derrière, il y a des gars qui sont prêts à faire le boulot. Le rendez-vous, il est pris. Ce fameux quart de finale, Angleterre-France, un quart de finale aux allures d'une finale de Coupe du Monde. Le Sénégal, donc, qui sort de cette compétition après pourtant un premier tour jusqu'ici brillant. On rappelle le parcours du Sénégal durant ce premier tour. Le Sénégal qui a perdu son premier match face aux Pays-Bas, s'est rattrapé face au pays organisateur, le Qatar. Alors, lors de la 6e rencontre, le Sénégal a également été venu à bout de l'Équateur avant de se qualifier et de tomber en 8e de finale face à l'Angleterre. Le score, il est sans appel, 3-0. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être dessus, Loïc, du parcours du Sénégal, ou alors on peut se dire oui, ils ont valablement honoré leur statut de champion d'Afrique? Ah bon, je déçu en fait, au regard de toutes les attentes qui étaient mises sur... je dirais pas déçu de la compétition. Moi, je dirais déçu de la façon dont l'équipe a été éliminée. Parce qu'avec le scénario, on se dit il y avait de la place, il y avait de la possibilité d'aller chercher un résultat face à cette équipe d'Angleterre. Maintenant, c'est une équipe qui a réalisé une très belle phase de poule, qui a réussi à jouer ses coups à fond, a réussi quand même à sortir de cette poule parmi les équipes africaines. Après le Maroc, c'était l'équipe la mieux classée, a quand même respecté son rang. Maintenant, est tombé, a eu... Voilà, je vais dire que n'a pas eu beaucoup de chance de tomber sur cette équipe de Pays-Bas, qui est aussi une équipe qui est en train de montrer qu'elle est, ce qu'elle vaut. C'est une équipe qui fait son bonhomme de chemin. Peut-être il fallait sortir première de sa poule. Pour éviter l'Angleterre au second tour. L'Angleterre au second tour. Tomber peut-être sur les États-Unis. Ça aurait été une rencontre un peu plus intéressante, même si les États-Unis ont un effectif aussi intéressant. Mais je pense qu'à ce niveau, c'était un adversaire qui était plus abordable que l'équipe d'Angleterre. Donc aujourd'hui, je dirais pas de regret, pas de déception quant à la sortie prématurée de cette équipe sénégalaise, mais des regrets par rapport au scénario. Et on peut se dire que oui, malgré le statut de favori qu'avait l'Angleterre, cette équipe du Sénégal avait quand même la possibilité de passer au tour suivant. Cette équipe du Sénégal avait pourtant cette capacité, ça ne sera malheureusement pas le cas. L'Afrique, au début de cette compétition, a placé sur la grille de départ 5 représentants. 3 ont été éliminés dès la phase de groupe. Le Cameroun, la Tunisie et le Ghana. Et d'ailleurs, le sélectionneur ghanéen Otto Addo a démissionné juste après cette défaite face à l'Uruguay. Le Cameroun sort la tête haute grâce à sa victoire face au Brésil, tout comme les Aigles de Carthage, la Tunisie, qui ont dominé les champions du monde en titre français, 1-0. Au second tour, le Sénégal, lui, est tombé face à une très très forte équipe de l'Angleterre, 3-0. Il ne reste plus qu'un seul représentant côté africain. Ce sont bel et bien les Lions de l'Atlas du Maroc. Demain, nous reviendrons bien sûr sur les chances de cette sélection face à l'Espagne. La Rora donc sur le chemin d'Akraf Hakimi, ou encore bien sûr on va le dire d'Hakim Ziyech. On reviendra faire l'avant-match de cette rencontre, mais pour l'heure on parle des 2 rencontres prévues pour ce lundi, entre autres Japon-Croatie. Nous sommes rendus messieurs à la 15e minute, le score il est toujours de 0 but partout. Japon-Croatie, Loïc, on a en face, on a sur la pelouse actuellement 2 formations qui ont connu des fortunes diverses, notamment au premier tour en phase de groupe. On a d'un côté le Japon qui a créé la sensation en battant à la fois l'Espagne et l'Allemagne. De l'autre côté, on a l'équipe de Croatie qui a dû cravacher dur lors de la dernière rencontre pour aller chercher sa qualification. Alors, quelle pourrait être l'issue d'une telle rencontre entre 2 équipes aux fortunes diverses lors du premier tour?
Bon, je regarde l'équipe de Croatie quand même, c'est une équipe assez expérimentée. J'ai la composition d'équipe là devant moi. Et puis, mais c'est compliqué. Pour moi, c'est très compliqué parce que voilà, l'équipe du Japon sort quand même d'une phase de poule assez mémorable et j'ai bien peur que cette équipe ait tout vidé et voilà, vider l'énergie durant cette phase de poule. Peut-être avant que vous ne poursuiviez, Loïc, le troisième thème, je pense qu'on va l'afficher à l'écran à l'instant d'ailleurs. On parle bien et bien des avant-matchs Japon, Croatie et Brésil, Corée du Sud. Vous étiez sur cette équipe nippone. Ouais, du moins de la Croatie. Du moins, je parlais de cette équipe japonaise parce que la composition, là, moi, je la consulte à l'instant. Et puis, je me dis, c'est quand même une équipe qui a fort bataillé en phase de poule pour se qualifier, qui a fort bataillé. Et j'ai bien peur que cette équipe ait laissé les armes, ait laissé beaucoup de jus derrière. En phase de groupe. En phase de groupe. Il fallait se donner vraiment un fond pour aller chercher cette qualification, notamment face à l'Allemagne, face à l'Espagne. Justement, parce qu'il faut courir derrière le ballon. Il fallait courir derrière le ballon. Il fallait conserver le score. Parce qu'après le 2-1 face à l'Espagne, c'était une plus attaque-défense. Nous parlons bel et bien du troisième thème, celui relatif aux avant-matchs. Parce que là, on revient sur le thème autour du Cameroun. Peut-être avec la réalisation, on l'aura. On parlait de ce parcours, Loïc, du Japon en phase de groupe. On le rappelle rapidement, lors du premier match, les Japonais menés au score sur un but d'Ilkay Gundogan réussissent quand même face à l'Allemagne, pardon, sur un but d'Ilkay Gundogan réussissent quand même à renverser la tendance en s'imposant 2-1. Lors du deuxième match, il y a quand même cette sensation défaite. Pourtant, on se dit oui, le Japon est mal parti puisqu'au troisième match, en face, ça sera l'Espagne, mais on a vu une équipe du Japon qui, jusqu'ici, a réussi à chaque fois à se transcender pour nous offrir un spectacle incroyable, extraordinaire. Est-ce que cet après-midi, cette équipe-là est capable également d'aller chercher un résultat positif face à la Croatie, qui est vice-champion du monde en titre? Capable, oui. Oui, parce que c'est une équipe, durant cette Coupe du Monde, nous a montré qu'elle est capable des plus grands exploits. Parce que comment est-ce que vous pouvez vous permettre d'aller gagner l'Allemagne et allez vous permettre de perdre contre le Costa Rica en sachant que le dernier match qui compte pour la qualification se joue contre l'Espagne. Donc c'est une équipe qui nous a montré qu'elle a des ressources pour aller titiller ou bien tutoyer ces grandes équipes. Et elle nous a montré avec les résultats qu'elle est capable de créer la sensation à tout moment. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout est possible. Mais maintenant, en face, c'est une équipe croate expérimentée qui a l'habitude de ce genre de rendez-vous. Parce qu'on a vu déjà qu'en 2018, en arrivant en finale de cette Coupe du Monde, c'est une équipe qui a su faire déjouer les adversaires jusqu'à l'Angleterre. Et on a vu que c'était une équipe croate qui était capable de jouer 4 matchs de prolongation de suite et aller jouer une finale. Parce que c'est quoi la force de cette équipe aujourd'hui, Loïc? Quand on la regarde de très près, on a l'impression que c'est une équipe qui est difficile à cerner. On ne la voit pas toujours venir, mais elle sait fleurer les bons coups. Elle n'abandonne jamais, elle n'abdique jamais, cette équipe-là. On a l'impression que clairement, c'est une équipe qui sera difficile à renverser tout au long de cette compétition. Jusqu'ici, elle négocie bien ses rencontres. Pour moi, c'est une équipe il y a un savant mélange entre jeunesse et expérience. Jeunesse et expérience parce que pour parler d'expérience ici, le cas le plus palpable, c'est Luka Modric qui a quasiment tout remporté dans sa carrière, à part sur le plan national. C'est un joueur qui est, chaque jour, on ne tarit pas d'éloges à son égard. Alors, Luka Modric, capitaine, indéboulonnable dans ce milieu de terrain, qui est accompagné par d'autres joueurs assez expérimentés comme Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic. Et puis en défense, on a des jeunes joueurs comme Josko Gvardiol qui, pour moi, 20 ans, qui est l'un des plus... Qui s'était imposé en tant que... Qui s'était imposé, et pour moi, qui est l'un des défenseurs au plus gros potentiel actuellement. C'est un défenseur qu'il faudra suivre. Il évolue actuellement au Rasenball Leipzig. Et le gardien Dominika Livakovic, qui est un gardien exceptionnel, évolue au Dynamo Zagreb. Et on voit aussi que la formation a joué un très grand rôle dans la constitution de cette équipe. Parce que 10 joueurs de cet effectif croate ont été formés au Dynamo Zagreb. Quand je parle de Kovacic, je parle de Luka Modric, Gvardiol, Livakovic. On voit qu'il y a une identité de jeu qui a été transmise à ces joueurs, une identité qui a été transportée à la plus haute sphère du football, c'est-à-dire à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc pour moi, l'équipe de Croatie
fait partie des meilleures équipes au monde, nous a montré déjà à suffisance qu'elle est une équipe qui a le potentiel pour aller remporter une compétition majeure. Il y a des individualités de qualité et attention, même si en face le Japon c'est une équipe qui est capable des plus grands exploits. Loïc, est-ce que cette équipe de la Croatie peut être revancharde? On se souvient qu'en phase de groupe jusqu'ici, c'est une équipe qui a quand même peiné, entre guillemets, une équipe qui a connu des fortunes diverses. Un match nul en ouverture face au Maroc. Derrière, il y a eu, on va le dire comme ça, des mésaventures et également, et il a fallu attendre cette dernière journée pour se qualifier in extremis face à la Belgique. Est-ce qu'elle pourrait se montrer revancharde sur cette phase à élimination directe? Bien sûr, on sait que les équipes évoluent souvent en deux vitesses. Ouais. Il y a la vitesse des phases de poule, il y a la vitesse de croisière durant la phase de qualification directe. Parce qu'il y a des équipes qui se qualifient laborieusement, mais en phase de poule, ce sont des matchs, il n'y a plus rien à perdre, on n'est plus calculateur. C'est la victoire ou c'est rien. Donc il y a des équipes qui viennent, qui essaient de jouer le va-tout, obtenir un résultat assez satisfaisant et se qualifier pour la suite. Revancharde, pourquoi? Parce que aussi, de l'autre côté, heureusement pour cette équipe croate, ils n'auront pas affaire à la France dans leur chapeau. Parce qu'en battant, si jamais ils réussissent à battre cette équipe de Japon, ils auront l'occasion de rencontrer le vainqueur du Brésil, Corée du Sud. Voilà. Et puis, supposons la Croatie réussit à se qualifier pour les demi-finales, ils auront rencontré le vainqueur de Pays-Bas-Argentine. Donc je veux dire qu'à partir de ce moment, si vous êtes là, vous ne vous dites plus voilà, je ne suis pas favori et tout, mais vous jouez ses coups. Vous jouez ses coups, vous les jouez à fond. C'est une équipe qui nous a déjà montré qu'elle est capable de souffrir. Je vous le rappelle, en 2018, a enchaîné 3 prolongations avant d'aller jouer la finale. Prolongation face en Angleterre en demi-finale, prolongation aussi durant les 2 matchs précédents. Donc c'est pour dire à quel point c'est une équipe qui est capable de souffrir, mais aller chercher les arguments, aller accrocher des victoires. Maintenant, reste à savoir si les joueurs ont les mêmes jambes. Parce que Luka Modric, aujourd'hui il a 36 ans, 37 ans. Il y a 4 ans, c'était pas pareil. Brozovic, aujourd'hui il a 30 ans, il avait 26 ans à l'époque. Kovacic. Perisic, entre autres. Perisic. Mandzukic n'est plus là. Il y a Mandzukic qui n'est plus là, il y a Rakitic aussi qui n'est plus là, il y a Subasic qui n'est plus là. Est-ce que cette équipe a les mêmes jambes qu'il y a 4 ans? Ça, c'est la question. Les joueurs sont plus vieillissants. Mais c'est une équipe qui reste quand même sûre de ses moyens et est capable d'aller accrocher n'importe quel résultat. Nous jouons actuellement la 22e minute. Le score jusqu'ici resté inchangé au tableau d'affichage. 0 pour le Japon, 0 bien sûr pour la Croatie. La rencontre se joue à l'instant. Le vainqueur de ce match croisera donc lors du prochain tour le vainqueur de Brésil-Corée du Sud. On vous donne bien sûr le 11 entrant de chaque côté. Tout d'abord, côté croate avec bien sûr dans les buts Livakovic. Vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure. En défense centrale côté croate, on a Barizic, Guardiol, Dejan Lovren et Juranovic. Milieu de terrain à 3, Kovacic, Brozovic et Luka Modric, Kramaric, Petkovic et Ivan Perisic animent d'ailleurs le secteur offensif. Alors que côté japonais, on a Konda dans les buts, Tamayasu en défense, tout comme Yoshida et Tanaguchi. Un milieu de terrain à 4 avec Ito, Endo, Morita et Nagatomo. Une attaque également à 3 entre Dohan, Maeda et Kamada. Voilà donc le 11 entrant. On a bien sûr des systèmes de jeu bien assez différents. Côté croate, on évolue en 4-3-3, alors que côté Japon, on évolue en 3-4-3. Voilà donc pour ce qui est de ce match entre le Japon et bien sûr la Croatie. Le score est resté inchangé jusqu'à la 23e minute. On prend, messieurs, la dernière, ou du moins la deuxième rencontre de cette journée, la journée d'ailleurs du 100 décembre, Loïc. En soirée, tout à l'heure, on suivra un très alléchant Brésil-Corée du Sud qui, à l'image de ce Japon-Croatie, nous avons 2 équipes qui ont connu des fortunes diverses. La Corée du Sud qui a attendu la dernière journée pour se qualifier, ce qui n'est pas toujours le cas du Brésil. Le Brésil qui était qualifié à l'issue de ces 2 premières rencontres. La Corée du Sud qui se qualifie grâce à la victoire de l'Uruguay sur le Ghana, 2-0. Alors, comment entrevoyez-vous cette rencontre qui est annoncée pour cette fin de soirée? Alors, ce sera une rencontre assez intéressante à suivre parce qu'on a des équipes américaines. Je voulais parler des équipes asiatiques qui nous montrent aujourd'hui qu'elle a des ressources parce qu'aujourd'hui il y a plus de représentants
asiatiques en huitième de finale que de représentants sud-américains. Parce qu'à part le Brésil et l'Argentine, il n'y avait plus aucune équipe sud-américaine. Contrairement aux Asiatiques, il y avait des équipes australiennes, même si l'Australie n'est pas en Asie, Japon, mais est quand même dans cette confédération asiatique. Il y avait quand même, l'Australie n'est plus dans la compétition, on va dire qu'aujourd'hui il reste 2, Japon, Corée du Sud. Donc ces équipes asiatiques nous ont montré effectivement qu'elles sont très fortes de caractère, elles sont capables d'aller accrocher des résultats surprenants. Parce qu'on a vu l'Australie sortie d'une poule où il y avait le Danemark et la France. Le Danemark et la France étaient les 2 équipes favorites de ce groupe. L'Australie est quand même sortie avec 2 victoires, 6 points. Ensuite, il y a la Corée du Sud. La Corée du Sud qui sort de ce groupe avec le Ghana et l'Uruguay. L'Uruguay qui était aussi considéré comme le 2e favori derrière le Portugal. Et le Japon qui a réussi à éliminer l'Allemagne. Quand même, pour moi, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Et ça montre que ces équipes asiatiques ont énormément de ressources. Donc, il faudra faire attention pour cette équipe du Brésil, ne pas entrer dans la suffisance. Parce que oui, il y a eu cette défaite face au Cameroun, une défaite qui peut être alarmante. Même si on peut se dire après que l'équipe du Brésil, c'est la meilleure défense du tournoi. Juste un but encaissé. Voilà, c'était quand même l'équipe B. Mais cette équipe B du Brésil, vous avez Gabriel Martinelli, vous avez Anthony, vous avez Gabriel Jesus, vous avez Ederson, Eder Militao, vous avez des joueurs comme Alex Telles qui était aligné, Alex Telles et donc c'est une équipe B mais pas de Rodrigo entre autres. Voilà, vous n'avez pas, c'est une équipe B qui n'a pas d'allure d'équipe B en fait. Ce sont des joueurs de haut niveau, de grande classe. Donc il faudra faire attention à ne pas rentrer dans la suffisance. Et aujourd'hui, j'ai appris le retour de Neymar, Neymar qui pourrait jouer qui serait titulaire. Richarlison qui jusqu'ici quand même est crédité d'un très bon tournoi. Il nous a inscrit une demi-reprise de volée face à la Serbie. Un joueur qui confirme ses bonnes intentions aussi bien en club avec les Spurs de Tottenham qu'en sélection où il bénéficie aujourd'hui de la confiance de Tite. Oui, évidemment. On a vu Tite a fait le choix de le positionner en tant que attaquant. Avant-centre. Et c'est le choix qui est payant, qui s'avère payant jusqu'ici. Mais comme je le dis, il ne faudrait pas rentrer dans cette suffisance des Brésiliens parce que à plusieurs reprises, on a eu des joueurs comme Rafinha, l'ailier du FC Barcelone, qui dit en conférence de presse, on a préparé 10 danses pour chaque but. Donc dans son esprit, il est convaincu que l'équipe brésilienne devait marquer au moins 10 buts. Et il a continué en disant, on n'a pas encore prévu d'autres danses s'il y a plus de 10 buts. Donc dans leur esprit, les Brésiliens, ils doivent marquer plus de 10 buts dans la compétition. Jusqu'ici, ils n'ont marqué que 2 face à la Suisse. Ils n'ont marqué que 1 face à la Serbie. 2 face à la Serbie, 1 face à la Suisse et 0. Donc ils sont à 3 buts. Donc on voit que les discours, lorsqu'on tient certains discours en conférence de presse, il faudrait être en même de faire le job sur le terrain. Et puis voilà, on les attend au tournant. Et Neymar aussi, on a vu à plusieurs reprises Neymar publier des photos sur des réseaux sociaux où il a ajouté une 6e étoile au maillot brésilien. Donc on décrit un peu cette arrogance des Brésiliens parce qu'ils sont convaincus que cette Coupe du Monde est déjà remportée. Mais sur le fait d'assumer aujourd'hui fièrement ce statut d'ultra favori ne pourrait pas quelque part également jouer en la défaveur de cette équipe du Brésil qui s'est quand même fait surprendre par le Cameroun. Justement, je dis, il ne faut pas se faire cueillir à froid parce que ces équipes sud-américaines, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème avec les Sud-Américains, je dis, ces équipes asiatiques sont très malignes, sont joueuses, sont physiques et sont capables de retourner sur un match. Parce que regardez comment le Japon arrache sa qualification. Elle est menée 1-0, cette équipe japonaise, et puis réussit à renverser 2-1 à l'espace d'une dizaine de minutes. L'équipe sud-coréenne, pareil, avec cette équipe portugaise, était menée 1-0 par l'équipe portugaise, mais a réussi quand même à arracher. Donc, arracher une victoire. Ce sont des équipes qui ont une force mentale, qui sont capables, même étant menées et même n'étant pas favoris, d'aller chercher de gros résultats. Et il faudra faire attention pour cette équipe de Brésil de ne pas tomber dans la suffisance, de faire le job. Et jusqu'ici, comme je l'ai dit, la communication qui a été faite par les joueurs brésiliens, pour moi, ne rassure pas, parce qu'ils sont sûrs d'avoir remporté cette 6e Coupe du Monde, alors qu'on n'a pas encore joué les 8e de finale. Loïc, un mot quand même sur les premiers 8e de finale qui se sont disputés jusqu'ici.
Les Pays-Bas qui sont venus à bout des États-Unis, le Sénégal, on ne va pas parler du Sénégal, peut-être s'attarder sur le parcours des Pays-Bas jusqu'ici, qui sont en train de réaliser leur petit bonhomme de chemin. Bien sûr, pour moi, avant la compétition, pour moi, ça faisait partie des favoris, des outsiders, peut-être des concurrents qui ne faisaient pas partie des favoris, parce qu'on parlait beaucoup d'Argentine, de Portugal, de France, d'Espagne. Mais aujourd'hui, cette équipe néerlandaise est une équipe qui affiche une grosse solidité, qui a cette défense à 3 avec Nathan Ake, Yoren Timber et Virgil van Dijk, et un joueur exceptionnel en attaque, Cody Gakpo, qui nous montre qu'il est un joueur de grande classe. Auteur de 3 buts depuis le début Auteur de 3 buts. Auteur de 3 buts depuis le début de la compétition, avec Memphis Depay qui monte en puissance dans cet effectif néerlandais. Pour moi, c'est une équipe sur qui il faudra miser une pièce, parce que les Néerlandais ont quand même une grosse histoire avec la Coupe du Monde, même si ça reste une équipe qui n'a, je pense que les Pays-Bas n'ont jamais remporté de Coupe du Monde. Finaliste malheureux en 2010 face à l'Espagne. Voilà, je pense que ça reste un point noir quand on a connu des joueurs comme Ruud Gullit, Marco van Basten, Johan Cruyff, Edgar Davids, Clarence Seedorf, tous ces joueurs. C'est quand même inquiétant, c'est dommage qu'une telle nation n'ait pas encore été couronnée. Et on espère vraiment que cette année, ils feront le maximum d'efforts pour aller la chercher, cette coupe. Argentine-Australie, un mot sur les Argentins, également qualifiés en quart de finale. Les Argentins, également, ils montent en puissance dans cette compétition. On voit que la compétition a très mal débuté avec une défaite. Qui a tout fait pour éviter la France au second tour. Oui, évidemment, a fait le job. A fait le job. Je vois qu'il y a eu des signaux alarmants après la défaite face à l'Arabie Saoudite. Je pense que c'était une défaite qui était nécessaire, parce que c'est une défaite qui a permis aux troupes argentines de pouvoir redistribuer les cartes, de pouvoir remettre tout le monde en ordre. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, ils peuvent dire merci à cette équipe d'Arabie Saoudite pour les avoir un tout petit peu réveillés. Maintenant, on attend ce que ça va donner face aux Pays-Bas. Merci beaucoup, Loïc. Nous sommes arrivés au terme de ces différents avant-matchs. On a également parlé du Sénégal, les Lions de la Teranga, qui ont donc définitivement dit adieu à cette Coupe du Monde de football à cause de leur défaite 3-0 face à la sélection de Three Lions d'Angleterre. Des buts, bien sûr, qui portent l'estampille, entre autres, d'Henderson, le milieu de terrain de Liverpool, Harry Kane, des Spurs de Tottenham, encore de Bukayo Saka d'Arsenal. De l'autre côté, on a parlé du Cameroun, le Cameroun qui a réalisé le coup parfait, mais qui malheureusement ne réussira pas à accrocher en huitième de finale pour cette 22e édition. Le Cameroun qui s'est imposé face à la Seleção du Brésil, 1-0, grâce à son capitaine éternel Vincent Aboubakar. Nous avons dit un mot sur les premiers qualifiés pour ces quarts de finale. La France d'un côté, l'Argentine. Nous reviendrons demain pour vous présenter d'ailleurs, ou du moins pour vous faire l'avant-match de ce très attendu Maroc-Espagne, prise antenne 15h, pour bien sûr vivre ensemble l'avant-match sur les antennes de For You Media Africa. Nous serons là, peut-être encore une fois de plus aux côtés de Loïc. On le sait, la formation entraînée par Walid Regragui a une seule envie, une seule volonté aujourd'hui, celle d'aller faire mal. Mais alors très mal à cette équipe espagnol qui a perdu lors de son 3e match de groupe face au Japon. Alors merci Loïc, on se donne rendez-vous demain 15h pour l'avant-match Maroc-Espagne. Demain 15h. Portez-vous bien, vous qui avez bien sûr été à l'écoute de ce programme. Bye bye.